côté israélien, moi je noterais deux choses. Deux choses. Et vous le savez tout ça, bien entendu. La première chose, c'est que ce gouvernement est solide. Il est solide. Et que Netanyahou est populaire. Et le fait qu'il soit allié à l'extrême droite de Lieberman ne fait que renforcer les choses parce que derrière, il y a aussi tout le lobby des colons qui, je vous le rappelle, aujourd'hui en Israël sont plus de 500 000. Et donc on a un gouvernement qui est fort. Et on a en face rien. Rien. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'est le Parti travailliste, c'était aux élections 2009, c'était 13 sièges. 13. Le Meretz, c'est 2 ou 3. Et depuis, le Parti travailliste et les députés se sont scindés en deux groupes. Les quelques-uns ont suivi Barak. Et donc, il doit rester une demi-douzaine de députés travaillistes. C'est-à-dire rien. Et aujourd'hui, l'opposition, entre guillemets, c'est donc le parti Kadima, qui était arrivé en tête aux élections de 2009. Mais finalement, c'est Netanyahou qui a fait la coalition. Et ce parti Kadima, il ne faut pas oublier que ce sont des types qui viennent de Likoud. Globalement, ce gouvernement Netanyahou tient encore mieux maintenant, puisqu'il a ramené avec lui les 28 ou 29 députés de Kadima. Donc ça veut dire que c'est une coalition qui rassemble une majorité très forte. Et que même s'il y a un petit bout qui s'en va, bah tiens. Donc ils vont aller sans grande difficulté, je pense, jusqu'aux élections normales, c'est-à-dire, normal, c'est plus un mot qu'on peut utiliser maintenant. Mais en tout cas, c'est pour octobre 2013, les prochaines élections, alors qu'elles étaient annoncées, anticipées pour septembre 2012. Donc un gouvernement fort, pas très longtemps d'histoire. Juste encore un mot là-dessus, sur Netanyahou, quand il a fait son discours devant le Congrès, il y a eu des sondages en Israël. Que pensez-vous de Premier ministre? Eh bien, il y avait une très forte majorité, 58-60% de gens qui étaient fiers de leur Premier ministre. Et il n'y en avait que 5% qui disaient que c'était une occasion de manquer. C'est vous dire un peu les choses. Donc il ne faut pas se raconter l'histoire, ce gouvernement tient. Et le deuxième volet de ce que je veux dire pour Israël, c'est que si ce gouvernement tient, il a donc les coups des franches. D'autant plus que, pour faire ma première partie, les données internationales le laissent assez libre de faire les choses. Et nous avons aujourd'hui une très forte accélération, si c'était encore possible, pas simplement de l'occupation, mais de la colonisation. Finalement, l'occupation est le moyen qui permet d'accentuer la colonisation. Et sur la colonisation, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais me focaliser sur un point. Je crois qu'aujourd'hui, il faut voir deux choses. La première, sur laquelle je passe rapidement, c'est le fait qu'il y a une consolidation très forte des grandes colonies qui se trouvent le long de la ligne verte. Quand je dis le long de la ligne verte, c'est une façon de parler, parce que quelquefois, ils sont assez loin de la ligne verte quand même. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est ce qui se passe à Jérusalem-Est. Parce que là, c'est tout à fait décisif. Je veux dire qu'il y a en ce moment, et depuis des mois et des mois, une volonté d'étouffer la population arabe de Jérusalem-Est par la construction de colonies au nord de Jérusalem-Est, au sud de Jérusalem-Est, mais aussi en plein cœur, dans les quartiers arabes, en particulier, pour ceux qui connaissent, vous connaissez sûrement tous Jérusalem, Sheikh Jarrah, qui est tout près de la ville, et qui fait que nous sommes là dans une bataille démographique très forte, et il y a donc une volonté d'implanter de plus en plus de colons israéliens à Jérusalem même, et dans les quartiers arabes, autour des quartiers arabes, il y a eu des expulsions à Sheikh Jarrah, et je le répète, aussi la vieille ville. Et nous sommes donc dans une bataille politique, stratégique, considérable, et nous sommes là dans une volonté systématique d'implanter davantage d'Israéliens et de faire partir le maximum de Palestiniens. Jérusalem-Est, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur sur le plan de la topographie des lieux, sur le plan de la structuration, avec évidemment le tramway qui en plus va consolider tout ça. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que cette bataille démographique est un échec. Elle est un échec. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, si on regarde la topographie, là, effectivement, ce n'est pas un échec, mais ce sont des bâtiments. Mais si on regarde les chiffres, moi je suis frappé de voir que le pourcentage, si on prend l'ensemble de Jérusalem, ouest et est, eh bien, globalement, le pourcentage de Palestiniens a augmenté. Le pourcentage.
C'est-à-dire que le pourcentage, enfin le nombre de Palestiniens vivant à Jérusalem augmente plus vite, proportionnellement, que celui des Israéliens, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui en ont marre et qui s'en vont de Jérusalem. Et vous avez aujourd'hui un rapport de force en pourcentage qui est de l'ordre de, on va dire, 62-38, 60-40, et qui est finalement, et c'est quand même assez hallucinant, moins fort que, enfin, plus en faveur des Palestiniens qu'il ne l'était en 67. Et puis, il y a quand même une chose qu'il faut rajouter à cela, on dit toujours, Jérusalem. Jérusalem, en dernière instance, c'est la vieille ville. C'est la vieille ville. Et quand vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, là, le rapport démographique est quelque chose de l'ordre de 1 à 9, de 1 à 8, en faveur des Palestiniens. Alors sur les Palestiniens, moi je dirais 2-3 choses. La première chose, c'est que à l'automne dernier, ils avaient une stratégie. Et je l'ai, comme je fréquente un peu beaucoup, quelquefois, et j'ai vu à quel point l'ensemble des responsables, au plus haut niveau, étaient dans une espèce de détermination étonnante. Ils avaient tenu face aux multiples pressions dont ils avaient été l'objet pour les dissuader d'aller aux Nations Unies. Ils avaient tenu. Et les différents responsables palestiniens nous ont dit, etc., à quel point ces pressions étaient fortes, très fortes, presque physiques. Il faut bien le savoir. Et malgré ça, ils ont tenu. Et ils ont tenu aussi en disant, nous voulons passer par le Conseil de sécurité. Alors sur ce plan, vous savez, il y a deux façons d'être membre des Nations Unies. Une façon à part entière, et une façon qui vous conduit au statut de membre observateur. Le premier implique qu'on passe par le Conseil de sécurité qui doit adopter une résolution qui recommande à l'Assemblée générale que l'État en question, enfin l'entité en question, je ne sais pas comment vous le savez, c'est un des problèmes justement, et c'est à l'Assemblée générale de décider, mais sur résolution du Conseil de sécurité. Donc s'il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité, ça ne marche pas. Et puis c'est abstenu, donc il n'y a pas eu de majorité, donc les Américains n'ont pas eu besoin de mettre leur veto. Et les Français avaient dit aux Palestiniens, écoutez, passez directement à l'Assemblée générale, vous aurez un statut de membre observateur, c'est bien, puisque vous savez que vous ne pourrez pas aboutir par le canal du Conseil de sécurité. Et les Palestiniens répondaient à ce moment-là, non, nous voulons le Conseil de sécurité. Et si celui-là ne marche pas, comme il y a chaque année le renouvellement de par moitié des 10 membres élus, vous avez 5 nouveaux chaque année, eh bien, attendons l'année prochaine, 2012. En de Gaulle, le Conseil de sécurité de 2012 n'est pas plus favorable que celui de 2011. Bon, du coup, ça les fait réfléchir. En tout cas, ils étaient déterminés à aller comme ça. Nous sommes en octobre, novembre, puis il y a eu l'UNESCO, la réussite de l'UNESCO, et puis ça s'est divisé. Les divisions ont commencé. Les divisions au sein de l'autorité palestinienne, au sein de l'équipe qui est autour de Abbas, manifestement, il y avait des désaccords. Et puis l'autre volet qu'il faut souligner, qui me paraît fondamental, c'est qu'il fallait, pour pouvoir vraiment continuer, qu'ils réussissent ce qu'ils avaient promis de faire grâce à un accord qui date d'exactement 1 an maintenant, au mois de mai 2011, qui était l'unité. Hamas, Fatah. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus, ça ne sert à rien. Ils ont voulu le faire, ils ont prétendu le faire, ils ont renégocié pour le faire, nous sommes en octobre, novembre, décembre, rien qui se passe bien, et dernière nouvelle, il y a quelques jours, ils sont bloqués, ils n'y arrivent pas, ils ne pas bloquer. Donc ils sont dans une situation d'hésitation, et aujourd'hui, ils n'ont plus de véritable stratégie, ils sont à la recherche d'une stratégie. Alors les dernières nouvelles, on peut avoir, je ne sais pas, c'est qu'ils sont en train d'évoquer 2 hypothèses qui elles-mêmes en recouvrent bien d'autres. La première hypothèse, c'est de reprendre le fil de cette stratégie, c'est-à-dire aller au Conseil de sécurité, mais aux Nations Unies plutôt, et cette fois-ci, ils envisagent, soyons plus modestes, ils envisageraient d'aller directement par l'Assemblée générale. Ils envisageraient d'aller directement par l'Assemblée générale, et donc ils réfléchissent à nouveau à revenir pour la session qui va s'ouvrir en septembre à cette stratégie. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui disent que de toute façon ça ne sert à rien, les négociations ont échoué, cette stratégie a échoué, donc autant rendre les clés et revenir à une situation où l'autorité palestinienne serait dissoute et où on serait en situation d'occupation à l'état pur, qui est déjà le cas de toute façon.
Donc il y en a qui militent pour ça. Et il y a quelques jours, Mahmoud Abbas a donné une lettre à Netanyahou qui va un peu dans ce sens, même si le contenu de la lettre n'est pas si précis que ça. Il ne parle pas dans sa lettre de dissolution de l'autorité palestinienne, mais il dit en substance, nous tirerons toutes les conséquences de ce refus, etc., si vous ne faites pas telle chose. On en est là aujourd'hui, donc on ne sait pas s'ils vont aller dans cette direction ou dans cette autre direction. Mon sentiment, pour presque terminer, mon sentiment c'est qu'ils ont tout intérêt, évidemment, à revenir à cette stratégie, qui est à l'heure actuelle la seule, de passer par l'Assemblée générale et de faire le forcing pour entrer dans d'autres organisations internationales. Et nous avons, avec quelques amis juristes, réfléchi à la possibilité pour la Palestine d'entrer, de devenir un acteur de la Cour pénale internationale. Alors je ne veux pas commencer maintenant dans l'aspect technique, mais il y a des dimensions techniques intéressantes, mais en substance et en quelques mots. Les Palestiniens ont dit en 2009 à la Cour pénale qu'ils acceptaient la compétence de cette Cour, sans être pour autant signataires du statut de Rome, c'est-à-dire la convention qui a créé la Cour pénale internationale, c'était en 1998 à Rome. Ils ne sont pas membres, mais il y a une clause dans cette convention qui permet d'accepter la compétence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout acte, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, ce sont les trois grands crimes qui sont l'objet de cette convention, qui serait commis sur le territoire soit d'un État partie, soit d'une partie qui aurait reconnu la compétence de la Cour, et bien à ce moment-là, la Cour pourrait être activée. Donc ça a été déposé en 2009. Et le procureur de la Cour a répondu il y a quelques semaines, il donne une déclaration pour dire c'est pas de ma compétence. Parce qu'on ne sait pas si la Palestine est un État ou pas. Le seul moyen de le savoir, c'est qu'elle soit l'Assemblée générale qui en parle, des Nations Unies. Donc, là, il y a un lien très évident. La CPI, le procureur, en l'occurrence, pas les magistrats, mais le procureur a voté en touche. Il faut reprendre le ballon. Ça a commencé par PA. Alors, le ballon, il faut reprendre le ballon qui est en touche. Et puis, donc, aller devant l'Assemblée générale des Nations Unies, obtenir, ça c'est sûr qu'ils obtiennent, à coup sûr, le statut d'observateur, et du coup, ils peuvent aller à la CPI. Or, la CPI, eh bien, ça gêne énormément les Israéliens, ça gêne les Américains, ça gêne les Européens, parce que ça peut conduire à des choses extrêmement fortes. Et c'est une dépression très forte, c'est pour ça aussi que la pression sur les Palestiniens. Écoutez, on revient sur ce sujet, mais n'allez pas du côté de la CPI, c'est intéressant. Voilà. Et donc, nous en sommes là, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Puis un dernier mot, pour conclure, ils auraient aujourd'hui une possibilité de renverser dans une certaine mesure cette situation extrêmement difficile dans laquelle aujourd'hui ils sont. Et la façon de retourner, c'est simple, c'est tout simplement de faire des élections. S'ils étaient fichus, car ils ne sont pas fichus aujourd'hui, de s'unir, comme ils ont dit qu'ils le feraient dans leur accord de mai de l'année dernière, faire des élections sur l'ensemble du territoire, Gaza, Cisjordanie et bien entendu Jérusalem-Est, eh bien personne ne pourrait, dans le contexte actuel, s'opposer à des élections. Ils ressentiraient ainsi de ces élections, pas simplement des résultats, mais quelque chose qui est fondateur. Ça serait des institutions fondatrices, ça serait des élections fondatrices. Et du coup, ils auraient d'autant plus de force pour aller devant les Nations Unies. Sauf que, aujourd'hui, entre le Hamas et le Fatah, impossible, vraiment impossible de se comprendre, de changer peut-être, on sait rien, en tout cas pour lancer le bloc.